que Guillaume Tell, c'est un film de série B? Non, pas du tout. C'est pas du tout un film de série B, parce qu'au contraire, en termes budgétaires, c'est une super production, en tout cas à l'échelle de l'histoire du cinéma suisse, même si financièrement ça a été un flop, ils ne sont pas rentrés dans leur fonds, mais c'est un film qui aura marqué l'histoire du cinéma suisse parce que c'est une production à gros budget, et en plus d'être le premier film couleur sur grand écran. Hein, il y avait déjà eu un film voilà, qui est sur un écran. Le premier scope. Le premier scope, voilà. La dernière chose que j'ai fait ce matin avant de prendre le train pour Paris, comme j'étais absent ces jours, c'est d'aller voter, parce il se trouve qu'en Suisse on a un scrutin populaire ce dimanche qui fait beaucoup débat et qui est en rapport indirect avec notre thème de ce soir. C'est maintenir ou non la relative liberté que nous avons d'être armés. Hein, en Suisse. Il y a une initiative qui a été déposée qui va dans le sens des limitations européennes, dont l'objectif de nous rendre plus eurocompatibles sur tous les sujets. Et aujourd'hui, c'est un enjeu majeur, symbolique mais pas uniquement, dans la mesure où, sous prétexte de lutter contre la criminalité et le terrorisme, on s'attaque aux tireurs sportifs et à tout un ensemble de citoyens qui ne représentent pas un danger, mais qui font preuve d'une certaine autonomie à se défendre eux-mêmes contre ceux qui sont armés en toute illégalité. C'est toujours le problème avec l'Europe. Or, c'est un très vieux débat, puisque au XIIIe siècle, dans le contexte mi-historique, mi-légendaire de Guillaume Tell, il y avait déjà cette contestation par différents pouvoirs de l'armement des Suisses. Les bergers étaient armés en Suisse. Les bergers étaient armés pour une raison simple, c'est pour protéger leurs troupeaux contre les bêtes sauvages, les loups. Et ce droit de porter des armes, c'était quelque chose de tout à fait légal, hein, c'était pas du braconnage ou autre. C'était une des anciennes libertés tribales germaniques dont les peuples des Waldstätten, c'est-à-dire les cantons forestiers, ce qui correspond à une petite partie de l'actuelle Suisse alémanique, bénéficiaient, et que ni Rome, ni l'Empire, ni l'Église, ni la haute noblesse, qui étaient opposées pour différentes raisons, ne sont parvenus à les désarmer. Et toute la lutte qui va mener les Waldstätten contre l'Empire autrichien et plus encore ses représentants sur place, donc les baillis. Alors, ça porte sur plein de contentieux fiscaux, territoriaux, de souveraineté, mais la question des armes se posait, et c'est pas un hasard si finalement la légende populaire a cristallisé toute cette résistance à travers un personnage qui se trouve être un arbalétrier, hein, on le représente toujours, que ce soit dans le film, mais dans toutes les représentations artistiques. Il y en a principalement deux qui sont très connues. Il y a une statue de Kissling qui se trouve à Altdorf, le village où a lieu l'action, et il y a un tableau de Hodler qui se trouve à Soler et qui avait été exposé initialement à une exposition nationale, et qui ont fondé la représentation de Guillaume Tell tel qu'on l'a, et dont le film d'ailleurs est clairement inspiré au niveau de l'habillement, même du physique. Et c'est les deux premières œuvres de maître au cours du XXe siècle, alors qu'auparavant, c'était plutôt issu de l'art populaire, de l'art naïf. On a des représentations dans des chapelles de campagne, sur des assiettes, etc. Donc cette tellophobie, c'est un mot qui est entré dans le vocabulaire politique, ça peut être la peur du Suisse de la part de l'étranger. Aujourd'hui, Bruxelles est clairement tellophobe parce qu'elle est allergique non seulement au port d'armes, mais aussi à la démocratie directe, au droit référendaire, à la résistance à l'euro, etc., etc. Ou alors ça peut être la phobie des élites suisses pour leurs propres concitoyens. La peur du Suisse armé, c'est la peur du Suisse libre, la peur du Suisse souverain. C'est un terme complètement d'actualité que beaucoup de Suisses et de non-Suisses ont chanté et ont loué de l'autre côté, de Jean-Jacques Rousseau à Jean-Paul Marat, qui ont tous vanté le modèle de ce qu'on appelle chez nous le milicien, c'est-à-dire le citoyen en armes, qui ne craint aucun tyran parce qu'on ne peut pas lui donner n'importe quel ordre, qui est capable de se mobiliser très vite, de protéger sa famille, qui a la dignité d'un homme libre et non pas celui d'un soldat mercenaire payé par celui qui en a les moyens. Même Machiavel remarquait ça, donc c'est très vieux. Cette tellophobie, il y a un exemple très connu qui concerne Tell, c'est un exemple du XXe siècle, un exemple allemand. L'Allemagne est très réceptive au mythe de Tell pour une raison simple, c'est que ce qui a popularisé dans le grand public Guillaume Tell, c'est Schiller, donc non pas un Suisse mais un Allemand avec sa pièce. Et d'ailleurs le film est grosso modo dans les grandes lignes une adaptation cinématographique de Schiller. Il s'agit bien d'une adaptation littéraire, très littéraire, et pas d'une adaptation historique. Et ben en Allemagne, ça a été une pièce qui était toujours appréciée parce qu'elle fait partie du patrimoine allemand. Elle est même citée dans Mein Kampf. À un moment, Hitler donne pour titre un de ses chapitres un passage de Schiller qui dit « L'homme fort est le plus fort quand il reste seul ». Il dit que ça lui a beaucoup inspiré, à tel point qu'en Autriche, après l'assassinat du chancelier Dollfuss, les autorités interdisent le Tell de Schiller parce que c'est devenu un ralliement national-socialiste.
Mais ensuite, il y a une inversion. Ensuite, il y a une inversion. Quand l'Allemagne hitlérienne se trouve elle-même présente sur des territoires qui n'étaient pas originellement les siens, elle se retrouve en position de puissance étrangère occupante, comme l'étaient les Autrichiens dans les anciens cantons suisses. Donc là, retournement de situation. En 1941, Hitler lui-même intervient à travers un de ses ministres pour faire interdire quelque chose qu'il avait lui-même préconisé, c'est-à-dire l'étude de Schiller dans les écoles. Peut-être que c'est un hasard, peut-être pas. 3 semaines avant cette interdiction, on a arrêté un personnage qui a essayé d'assassiner le chancelier du Reich et qui n'y est pas parvenu et qui ensuite a été arrêté et mis à mort. Et il se trouve que ce personnage qui s'appelle Maurice Bavot et dont la maison est à 10 minutes de la mienne à pied, était un Suisse. On a un des premiers exemples de télophobie qui va très loin et qui finit par censurer même un auteur allemand. Alors qu'auparavant, il était plutôt censuré par les Français en Allemagne. Pendant les guerres napoléoniennes, les Français ont censuré les différents textes, théâtre, pièces autour de Tell, parce que c'était forcément un symbole de résistance contre un occupant étranger. Pareil, après la Première Guerre, au moment de l'occupation française de la Ruhr. Donc cette ambiguïté des Allemands, on la retrouve chez les Français, parce que si la France est un des premiers pays à avoir remis en cause l'existence historique de Tell, au moment des Lumières, Voltaire, par exemple, est un des premiers à avoir dit non, ça tient pas, ça joue pas, il n'y a aucune source contemporaine à l'événement, c'est vrai. Ce mouvement de scepticisme initié par les Lumières a été stoppé net à la Révolution française. On a dit non, maintenant, on n'exprime plus ce type de doute parce que Guillaume Tell est notre ami. Guillaume Tell est notre ami, c'est notre ami suisse, c'est une figure de référence qu'on rajoute à notre panthéon international dans lequel on va mettre tous les tyrannicides, à commencer par Brutus. Non seulement il y avait l'ennemi commun à travers les siècles, qui est l'Autriche, la maison d'Autriche, qui permettait de faire un parallèle historique, et il y avait l'idée d'une petite nation fière, qui s'arme elle-même, qui veut lutter contre les tyrans, contre l'ancien régime, contre un système féodal. Donc Guillaume Tell, paraît-il, dans le Paris de la Révolution française, était à tous les coins de rue, il était le patron de telle ou telle section sans culotte, on avait son buste à côté de celui de Marat, de Lepelletier ou de Brutus, justement. On disait que le bonnet rouge, le bonnet phrygien, il y avait une théorie complètement révisionniste qui disait que c'était pas du tout une référence à l'Antiquité gréco-latine, mais au fait que c'était le bonnet que Tell avait trempé dans le sang de Gessler après l'avoir assassiné. Le serment du jeu de paume a été comparé plusieurs fois au serment du Grütli en 1291, c'est-à-dire que les représentants des 3 cantons suisses ont fait un pacte d'alliance pour lutter ensemble, et les Suisses voyaient ça de l'extérieur un peu étonnés parce qu'il n'y avait pas de mouvement révolutionnaire comparable à l'époque, mais quelques années après, on a un régime éphémère en Suisse, qui est d'ailleurs pas du tout populaire dans nos mémoires, qui s'appelait la République helvétique, imposée de l'extérieur par Napoléon. Et durant cette République helvétique, l'image de Tell a été utilisée par les troupes françaises. En gros, Guillaume Tell est revenu en Suisse dans les bagages des troupes napoléoniennes parce qu'on leur a dit « Ah, chers Suisses, on vous ramène votre héros, on en a fait bon usage, vous aussi faites votre révolution parce que finalement, la révolution des droits de l'homme et Guillaume Tell, c'est la même chose. Donc s'il y a bien un territoire en Europe où ces idées doivent triompher, c'est bien le vôtre. C'est pas des idées étrangères, c'est des idées au contraire qui sont enracinées chez vous. » Et ils étaient la plupart du temps pas tellement les bienvenus, et les patriotes suisses, eux, alors tenaient le discours contraire en disant « Mais non, vous nous abusez, et c'est bien parce que nous voulons honorer la mémoire de notre ancêtre tel que nous refusons ce gouvernement et que nous allons vous chasser parce que vous, les troupes françaises, vous êtes les nouveaux Autrichiens. » D'un côté, on a une revendication idéologique des post-révolutionnaires français au sujet d'un tel qui incarnerait la révolution des droits de l'homme, et de l'autre, une revendication patriotique des Suisses qui se battaient en termes de pouvoir, de territoire, d'identité et non pas d'idéologie. Alors, cette République helvétique n'a pas duré longtemps, mais cette même opposition entre la France et la Suisse, on la retrouve à l'intérieur du paysage politique suisse jusqu'à aujourd'hui. Il y a quelques mois encore, pour une autre votation, je ne sais plus laquelle, j'ai vu que Tell était à nouveau convoqué sur les affiches. Uli Windisch, qui est d'ailleurs celui qui dirige aussi actuellement le site Les Observateurs, il dit la force de Tell, c'est qu'il gagne toutes les élections, toutes les votations, pour une raison simple, c'est qu'il est revendiqué par tous les partis, sur tous les sujets, autant à gauche qu'à droite. C'est drôle d'ailleurs, les partis qui l'ont le moins revendiqué, c'est les partis catholiques, et le hasard historique et géographique fait que les partis dans les cantons catholiques sont surtout ceux qui recouvrent l'ancien territoire des Waldstätten. Donc il est revendiqué plus par les Suisses qui se sont agrégés par la suite que par le territoire historique. Mais on le trouve du côté des libéraux, du côté des communistes, du côté
de certains démocrates chrétiens. Guillaume Tell a milité contre le nucléaire, il a milité contre l'immigration, pour le service civil, pour le service militaire, contre l'entrée dans l'ONU, pour l'entrée dans l'Europe. Il y a une historienne, Joëlle Kunz, qui est présente dans un lobby européen très actif, le Nomes, que Guillaume Tell était le premier Européen et qu'être un bon Suisse, c'était se dépouiller de sa souveraineté. D'autres, avec un peu plus de raison, sans doute, ont dit absolument l'inverse. Il est vraiment partout et c'est une ambiguïté qui est normale parce que du côté, on va dire, dominant, de la bourgeoisie dominante, on nous dit tel est un symbole national. Donc, comme il symbolise la Confédération, il symbolise l'ordre social qui est celui de la Confédération, c'est-à-dire en gros l'ordre capitaliste et le pouvoir bourgeois. Et de l'autre côté, certains vont dire non, mais tel est un symbole qui nous est cher parce que c'est un symbole de résistant, donc il ne peut être que révolutionnaire. Et on l'aura vraiment dans tous les camps. Et d'ailleurs, les révolutionnaires eux-mêmes sont divisés parce que même si tout au cours du XXe siècle, maintenant un peu moins, mais il a été très très populaire dans les pays communistes, dans les pays du bloc communiste, les marxistes eux-mêmes, les théoriciens marxistes, Marx, Engels, ne l'aimaient pas beaucoup. Parce que dans la vision historique marxiste, les Waldstätten sont réactionnaires parce qu'ils s'opposent à une modernisation que les marxistes n'applaudissent pas idéologiquement, mais qui justifient historiquement, qui est la construction historique de l'Empire et d'un grand ensemble germanique, qui est nécessaire parce que dans la vision de l'histoire de Marx, c'est une phase qui ensuite mènera, si possible, à la Révolution, alors que eux, les Waldstätten sont dans une résistance féodale. Et là, je voudrais citer un petit passage d'Engels au sujet de la Suisse. La lutte entre les Habsbourg et les Suisses, c'est la lutte de la grossièreté contre la culture, de la barbarie contre la civilisation. Le berceau de la liberté n'est rien d'autre que le centre de la barbarie et la pépinière des jésuites, et on ne peut faire entendre raison aux descendants de Tell et de Winkelried que par des boulets de canon. C'est un réel bonheur que la démocratie européenne se débarrasse enfin de ce poids helvétique vertueux et réactionnaire. D'ailleurs, cette opposition était validée par les conservateurs, mais qui, eux, faisaient la même analyse, mais avaient le parti inverse. Ça, c'était la vision des marxistes historiques, mais les anarchistes n'étaient pas du tout de ce côté. Bakounine célébrait Guillaume Tell. Dans tout le monde communiste, y compris jusqu'en Asie, en Chine, la pièce de Schiller a été... Bon, c'était avant le communisme, mais elle a été traduite dès 1911, donc au moment de la Première République, par un proche de Sun Yat-sen, donc le fondateur de la Première République. Au Japon, qui n'était pas socialiste certes, mais c'était le premier texte allemand traduit en japonais de toute l'histoire de la traduction allemande au Japon. Au Vietnam, il était aussi très bien considéré. Dans les manifestations du 1er mai en Suisse, dans les années 70, il est arrivé, il y a des photos qui en attestent, qu'on voit côte à côte la liberté guidant le peuple de Delacroix, un portrait de Ho Chi Minh et un portrait de Guillaume Tell. Aujourd'hui, ce serait différent, parce qu'aujourd'hui, alors que les gauchistes ont triomphé des communistes, tout ce qui est identitaire est rejeté. Mais à l'époque, il y avait une extrême gauche identitaire qui défendait bien, que ce soit récupération ou non, mais qui défendait bien le sens qu'elle donnait. Et surtout en URSS, où ce film a eu beaucoup de succès. Si ce film, malgré tout, a pu être vu, c'est grâce à l'URSS, parce que en 1961, à Moscou, d'abord à New Delhi, ensuite à Moscou, il était très bien accueilli. Il a reçu le prix de la mise en scène qui était décerné par le syndicat des gens de la profession du cinéma. Trotsky, auparavant, avait préparé le terrain parce qu'il cite Tell dans son essai sur le terrorisme, notre morale et la leur, leur morale et la nôtre, je crois que c'est dans ce sens-là. Et les Russes l'ont tellement aimé qu'ils ont proposé de le racheter. Ce qui financièrement aurait été une bonne affaire, mais quand la Suisse a eu vent de la nouvelle, ils ont mis en place un comité pro-Wilhelm, qui était un comité clairement anticommuniste, et qui a fait pression sur Dieckhoff et la production pour ne pas se compromettre en le vendant. Donc il aura fallu attendre 2019 pour qu'il soit à nouveau. Et je vais finir par une petite citation de Gonzague de Reynold. Je ne sais pas si Gonzague de Reynold est connu en France. C'était un aristocrate fribourgeois. J'allais dire c'est un petit peu le Maurras de chez nous, pas exactement. C'était un personnage assez sulfureux, soutien de Salazar, sympathisant un temps de Mussolini, mais qui partageait complètement l'analyse marxiste de la lutte des Waldstätten, mais en prenant le parti inverse. Mais c'est rare parce que c'est une analyse plutôt minoritaire. Alors il a écrit des essais historiques assez dans le genre roman national, il a écrit des contes, il a adapté Guillaume Tell en conte, un assez joli conte d'ailleurs, et je vous cite un passage de ce conte où il dit « Là-bas, dans ces petits cantons aux grands morts, les trois Tell », parce qu'il en fait une allégorie, souvent les trois Suisses, qui avaient des noms, qui étaient issus des trois cantons, Urich, Schwyz et Unterwald, sont symbolisés par les trois Tell, comme si c'était des allégories. Les trois Tell veillent toujours sous la montagne ensoleillée.
Ils sont assis autour d'une table de pierre, ils penchent la tête et leur barbe couvre leurs mains croisées sur le pommeau du glaive. Ils ne disent rien, mais tout ce qui se dit, tout ce qui se fait depuis des siècles dans le pays, ils le connaissent. Ils ont l'air de dormir, mais ils sommeillent et parfois ils entr'ouvrent les yeux. Quand il n'y aura pour nous plus de secours que de Dieu et d'eux, alors ils se réveilleront, ils se lèveront et ils sortiront avant le jour. On ne les verra point, mais il y aura dans tout le peuple un frémissement et tout le peuple se chuchotera d'un bout à l'autre du pays. Ils sont là. Ça résume bien à la fois l'élément identitaire de ce mythe et l'espérance et le symbole qu'il représente pour toutes les luttes, puisque la Suisse, que ce soit à travers ses régions ou à travers la Confédération elle-même, c'est toujours construite par opposition aux grands empires, que ce soit la Prusse, l'Autriche, les Habsbourg ou aujourd'hui la Maison Bruxelles. Donc voilà, on verra pour dimanche, mais on espère continuer sur cette ligne de résistance et de souveraineté. Je vous remercie. Bravo. À propos de Guillaume Tell comme personnage politique, est-ce qu'on ne peut pas le présenter, surtout en France d'ailleurs, comme l'incarnation du fédéralisme, c'est-à-dire de l'homme qui a suffisamment de force intérieure pour fédérer les différences et les opposer même, hein, dans une espèce d'unité-totalité paradoxale, hein, où la vérité est paradoxale, et ce non pas tout l'un ou tout l'autre, mais l'un et l'autre, ce qui est le contraire absolu du centralisme de la République jacobine, par exemple. Ce qui serait bon en France de rappeler, c'est ce qu'il a incarné à la fin du XVIIIe, pendant cette République helvétique, parce que d'un côté, le modèle qu'on voulait nous imposer, c'était un modèle d'inspiration jacobine, alors que ce qu'on essayait de défendre et conserver, c'était un modèle, ce qu'on a toujours fédéraliste. Mais si Guillaume Tell a fédéré, c'est un peu malgré lui, et c'est ceux qui ont forgé sa légende qui l'ont fait. Les chroniqueurs anciens, à partir du XVe siècle, ont tendance à dire, et d'ailleurs les premiers le mentionnent sans forcément le célébrer, parce qu'en disant oui, Tell est un homme courageux, mais le problème c'est qu'il a failli faire capoter le soulèvement, parce qu'on avait des gens raisonnables, qui étaient des bourgeois qui représentaient les trois cantons, qui ont fait une conjuration pour prendre les châteaux habsbourgeois. C'est un projet politique assez mûrement réfléchi. Et de l'autre côté, on a Guillaume Tell, qui était partie prenante, mais qui, sur un coup de tête, commet un homicide. Comme on dirait aujourd'hui, c'est un agent provocateur, la manif se passe bien, il casse une vitrine, donc les flics vont venir. C'est un petit peu la même... C'est un black bloc, c'est ça? Oui, mais un petit peu, c'était le black bloc des Waldstätten, et on lui a... Alors, les chroniqueurs disent, ah, ce Guillaume Tell est peut-être un homme courageux, mais quant à savoir si c'est un bon patriote, c'est pas clair, parce qu'il a failli faire tout rater par un coup de sang, alors qu'il aurait dû serrer le poing dans sa poche, et attendre que les politiques fassent le boulot correctement, et ça a été un énorme problème parce que la Suisse se fonde en fait sur un tyrannicide. Le problème c'est qu'on fait reposer la fondation de la Suisse sur un événement symbolique, mythique sans doute, qui est un tyrannicide. Mythique non, parce qu'un bailli a bien été assassiné, semble-t-il, du côté de Küsnacht, même si on ne sait pas lequel bailli et par qui. La Suisse va construire ensuite une image pacifiste, surtout à partir du moment où on s'est débarrassé du mercenariat par la suite, et elle repose sur un ordre social non polémologique. Donc les conservateurs, qui sont les premiers à avoir essayé de récupérer Guillaume Tell, étaient un peu embarrassés. Ils ne pouvaient pas remettre en cause ni l'héroïsme ni le patriotisme de Guillaume Tell, mais ils préféraient miser sur le pacte de 1291, qui, même s'il avait une forme un peu révolutionnaire, restait dans le cadre du légalisme, parce qu'il se faisait sous les augures de l'Église, de Dieu, et en plus il disait nous voulons simplement rétablir un lien direct avec l'empereur. C'est le thème de Gonzague de Reynold dans son conte. L'empereur vient, c'est presque un conte de Dickens, l'empereur vient déguisé en pauvre, il va voir comment ça va chez les paysans lui disent ah, il y a un méchant duc qui nous fait des misères, et l'empereur se dit ah bah voilà, je suis entouré de félons, quand le roi est mauvais, c'est en fait uniquement parce qu'il est mal entouré. Ça, c'est la vision conservatrice bien connue. Donc, en gros, la revendication des Suisses, selon eux, aurait été de virer les intermédiaires qui étaient corrompus, alors que l'empereur, qu'on ne voyait jamais, mais plus il était loin, puis plus la relation se passait bien, ce qui était sans doute vrai. C'était pas un caractère fédérateur, c'était plutôt une tête brûlée, c'était plutôt... je parlais de la télophobie d'Hitler, il a pas eu peur d'une armée suisse de résistants maquisards, il a eu peur d'un homme qui en plus n'était pas vraiment un militant politique, mais un militant chrétien qui en faisait une affaire personnelle de se débarrasser de lui. Ce qui lui faisait peur dans la télophobie, c'était pas l'organisation politique des Suisses, c'était le caractère suisse du tireur solitaire, à l'arbalète ou, dans le cas de Maurice Bavaud, au pistolet. Donc je pense que c'est plutôt une figure d'électron libre, Guillaume Tell. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on n'est pas sûr qu'il ait vraiment existé en plus. Sans doute pas.
Oui, mais alors... c'est comme... Oui, entre la vérité et la légende, la prime et la légende. Enfin, moi, quand j'étais... oui, c'est Romus et enfant, Rémus. je suis allé en vacances 4 années de suite, dans la région du lac des Quatre Cantons, chez des amis suisses-allemands, et ils habitaient à côté. Enfin, oui, mais les lieux existent. De la Haut-les-Gasses. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Mais le village d'Aldorf existe, le hameau de Burglen où il serait né existe. Là, au bord du lac, il y a une dalle qui s'appelle la Telschplatte, qui est l'endroit sur lequel il aurait sauté au moment où il s'est échappé de la barque qui est en pleine tempête. Il y a une chapelle à côté qu'on a construite en son honneur. Donc tous les lieux qui sont cités dans le film existent vraiment toujours aujourd'hui et ils continuent d'être des lieux de pèlerinage, voire d'un certain culte patriotique. Le contexte historique est vrai et précis. La révolte des Waldstätten a eu lieu. Guillaume Tell, il faut le voir comme une espèce d'allégorie, de personnification de mouvement historique. Il n'y a peut-être pas d'équivalent. En France, la Marianne peut-être. Hein. Alors la Marianne ne se rattache pas à un événement, c'est plutôt une figure. Rémus et Romulus. David Croquette à Fort Alamo. Sur nos pièces de monnaie qui ne sont pas des euros, on a Guillaume Tell, et sur d'autres pièces, on a Dame Helvetia, qui est une allégorie féminine avec un écu. C'est la même chose. Dame Helvetia n'a pas existé davantage que Marianne, mais elle symbolise quelque chose. Guillaume Tell, c'est un petit peu ça. Ouais. Une question pour David. Tu nous as pas parlé du film en lui-même. Oui. En quelques mots. Alors écoute, en quelques mots, ça reprend dans les grandes lignes l'événement tel qu'il est relaté par Schiller. Il a été tourné en Eastman Color, qui est un procédé de couleurs qui là est très bien rendu, très bien conservé. C'est des couleurs très vives. Ce qui frappe le plus dans le film, c'est que c'est un film à grand spectacle. Ça vaut la peine de le voir sur un grand écran parce qu'on a, surtout au début et à la fin, on a une scène introductive et une scène conclusive qui montre d'ailleurs un peu la boucle, hein, parce qu'on dit d'ailleurs dans différentes versions de l'histoire que quand Guillaume Tell a accompli son œuvre, puis que les châteaux ont été pris, la vie redevient comme avant. Il retourne en fait chasser dans la montagne, un petit peu comme le héros romain qui après avoir été Cincinnatus, voilà, qui repart à la charrue. C'est exactement ça. Donc ça, le film le montre bien, le suggère bien en montrant que la première scène et la dernière scène sont à peu près les mêmes, et c'est des magnifiques scènes qui sont à la fois sociologiques, historiques, parce qu'elles montrent les différents corps de métier, les pêcheurs qui nettoient leurs filets, les dames qui montent à l'alpage avec une hotte pour apporter de la nourriture aux bergers, les chasseurs, les bûcherons. Les animaux aussi. Les animaux, il y a beaucoup d'animaux, des scènes de chasse, voilà. Mais en même temps, c'est tellement beau qu'on ne peut pas vraiment voir ça comme du réalisme sociologique, c'est matiné d'un côté pittoresque et bucolique qui est dû en grande partie à la technique filmique de prise des couleurs, mais il y a un peu une Suisse de carte postale dans l'esthétique. Mais ça, c'est propre à la technologie utilisée. En fait, tout ce qui se fait depuis Schiller est tiré de Schiller, à part des œuvres un peu audacieuses ou avant-gardistes, mais sinon, en gros, le récit de référence, c'est Schiller. Vraiment, maintenant. Ouais.